Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un cas qui est très connu en finance. On parle évidemment du cas Warren Buffett, qui est considéré comme une bonne partie des investisseurs, quelle que soit leur idéologie, comme étant l'un des investisseurs, si ce n'est le meilleur investisseur, en tout cas de l'ère moderne. C'est-à-dire qu'il est encore vivant aujourd'hui, contrairement à des prédécesseurs comme par exemple Benjamin Bentham, qui est son professeur et qui a été son mentor en termes de stratégie. Alors, petit rappel pour ceux qui auraient raté quelques wagons, Warren Buffett, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a 98 ans. Donc autant vous dire qu'il a vu passer les guerres mondiales, il a vu passer quasiment l'entièreté du XXe siècle. Et globalement, Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a commencé à investir très très jeune. C'est quelqu'un qui a commencé à faire un petit peu des rachats de machines qui servaient à jouer au pinball pour les mettre dans les cafés et faire un petit peu son petit business depuis qu'il a 10 ans. Donc concrètement, et ça c'est un facteur qui est essentiel à comprendre lorsque l'on étudie le cas Warren Buffett, il faut bien comprendre que ça fait à peu près 90 ans qu'il investit. Si on considère qu'il a commencé à 10 ans et qu'il en a aujourd'hui 98, 88 pour être précis. Ça déjà c'est un point qui est essentiel. On va le voir pourquoi par la suite. Ensuite, comment s'est constituée la formule de la fortune de Warren Buffett? Eh bien, contrairement à beaucoup de personnes très riches dans l'ère moderne, il n'a pas inventé quoi que ce soit, il n'a pas breveté quoi que ce soit. Euh, il a été finalement seulement capable, seulement entre guillemets, de parier sur les bons chevaux avant qu'ils aient gagné la course. C'est-à-dire qu'il a acheté des entreprises qui ont performé au cours du temps de manière efficace. Des entreprises comme Bank of America, des entreprises comme Apple. Aujourd'hui, Warren Buffett, il tire cette fortune de ses investissements. Il ne tire pas cette fortune de son travail ou de ses conseils, mais vraiment de ses investissements. Et notamment, il a sa société Berkshire Hathaway, qui était avant une société de textile, qu'il a rachetée et qu'il a transformée en une société d'investissement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Warren Buffett, il a une stratégie qui est assez typée et qui est conditionnée notamment par les enseignements de Benjamin Bentham, c'est-à-dire par ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Tous ceux qui euh, considèrent que Warren Buffett est leur modèle croient effectivement souvent en cette analyse fondamentale, dont les principes sont relativement simples, mais concrètement ça demande effectivement beaucoup de travail. L'idée c'est quoi? C'est d'acheter des très bonnes entreprises à un prix correct. Là, les mots sont importants. Euh, le but de Warren Buffett, c'est pas d'acheter les entreprises les moins chères du marché. Pas du tout. Parce que un des points centraux de Warren Buffett, c'est de travailler sur du très long terme. Et donc sur du très long terme, la seule chose qui compte, c'est est-ce que l'entreprise est très bonne? Est-ce qu'elle est fondamentalement capable de générer de la plus-value sur les 10, 20, 30 prochaines années, voire 80 si on prend l'horizon d'investissement de Warren Buffett. Donc, il ne sélectionne que des entreprises qui sont extrêmement bonnes. Pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vise notamment toutes les entreprises qui ont un avantage compétitif majeur. Un avantage compétitif, c'est quoi? C'est un avantage qu'une entreprise a par rapport à ses compétiteurs et qui est très difficile à copier. Si par exemple vous vendez du chocolat et que eh bien, votre force c'est la recette du chocolat, eh bien votre avantage compétitif il est globalement tout pourri. Typiquement, Coca a pu voir sa recette globalement très largement copiée par de nombreux compétiteurs. Et ce qui fait que Coca reste Coca, c'est pas la recette, c'est l'image de marque. L'image de marque, c'est un des avantages compétitifs majeurs qui existent, notamment dans l'ère moderne, parce que aujourd'hui, on n'est pas capable de garder un secret industriel des tonnes d'années, quand bien même on peut avoir des brevets. Le fait est que même avec les brevets, souvent les compétiteurs sont capables de contourner ces brevets pour faire des technologies alternatives qui arrivent au même résultat pour le consommateur, mais qui ne rentrent pas en conflit avec la propriété intellectuelle du dit brevet. Donc concrètement, l'une des seules choses qui ne peut pas être copiée, c'est vraiment cette image de marque. Et on le voit bien, aujourd'hui, les entreprises qui dominent le secteur, ce sont des entreprises comme Apple. On n'achète pas Apple uniquement pour le produit, on achète Apple parce que ça va de manière
logique avec les valeurs que l'on veut incarner. Des valeurs de simplicité, des valeurs de créativité, des valeurs aussi d'un certain milieu social. Il y a quelques exceptions quand même à ces grosses entreprises qui ne misent pas uniquement sur leur image de marque. C'est notamment le cas de Alphabet, autrement dit Google, ou de Amazon. Ce ne sont pas forcément des entreprises qui sont hyper populaires, mais ce sont des entreprises qui ont accumulé un réseau. Alors pour Google, c'est plutôt le big data, c'est-à-dire une quantité de données qui est tellement élevée qu'un compétiteur qui arrive sur le marché, il ne peut pas posséder cette quantité de données qui est monstrueuse et qui fait le cœur du business de Google. Et donc, c'est quasiment impossible pour un nouveau compétiteur d'arriver sur ce marché et de proposer typiquement de la publicité ciblée avec une telle précision. Et c'est là que se trouve l'avantage compétitif. Pour Amazon, c'est son implantation sur tous les territoires, dans le monde entier, et son expertise en termes de logistique. Là, encore une fois, aucune entreprise ne peut se targuer de dire ah, mais vous voulez un produit? Très bien, on vous le livre dans 24 heures, où que vous soyez dans la planète. C'est littéralement. Alors, au-delà de toutes les considérations éthiques que l'on peut euh, euh, attaquer et que l'on peut adosser à Amazon, c'est une prouesse technologique et logistique qui est absolument formidable. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, l'idée de Buffett, c'est vraiment de trouver ces entreprises qui ont cet avantage compétitif qui fait qu'elles ne vont pas être détrônées par les compétiteurs qui arrivent. Et la deuxième partie, c'est pas seulement de trouver des très bonnes entreprises, mais c'est des très bonnes entreprises à un juste prix. Le juste prix, c'est-à-dire que même si une entreprise est très bonne, si elle est complètement surévaluée, eh bien Warren Buffett va l'éviter. Et pour ça, eh bien, il y a des ratios qui sont connus, des ratios typiquement entre les profits qui sont générés et le prix de l'action, typiquement le PER, c'est-à-dire Price Earning Ratio, ou alors le Price to Book Ratio, c'est-à-dire le prix de l'action comparé à l'ensemble des actifs de la société, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments, des marchandises, des brevets qu'elle possède. Et donc l'idée, c'est de choisir ces actions, de les garder longtemps, et d'avoir ce qu'on pourrait appeler finalement une formule magique qui permet de battre le marché et de le battre à plat de couture. Parce que, comme aiment le rappeler les adorateurs de Warren Buffett, il a globalement sur son horizon d'investissement battu le S&P 500 qui est sur une moyenne, admettons, de rendement qui est autour de 10%, et bien Warren Buffett a fait à peu près 20%, voire un peu plus. Donc il a doublé le rendement du marché. Typiquement, c'est un cas qui est souvent pris en exemple pour défendre le management actif, parce qu'effectivement, Warren Buffett, eh bien, il fait du management purement actif. Il a un portefeuille qui est extrêmement peu diversifié. Petite parenthèse, aujourd'hui, n'importe quel investisseur qui vous montre un portefeuille avec 55% d'Apple, vous lui riez au nez. C'est pas sérieux. En termes de diversification, ça casse absolument toutes les règles fondamentales qui sont acceptées, que ce soit par les investisseurs passifs ou actifs. Et pourtant, le portefeuille de Warren Buffett aujourd'hui, il est composé à 55% de Apple. La seule raison pour laquelle personne ne lui rit au nez, c'est parce qu'il a gagné. C'est parce que il a la réussite derrière lui. Mais est-ce que c'est parce qu'il a réussi que ses décisions sont nécessairement les meilleures et surtout de bons conseils pour l'avenir? Ça, c'est quelque chose qui est discutable. C'est discutable parce que il faut bien comprendre que Warren Buffett, c'est une anomalie. Et il faut bien comprendre que la chance, malgré tout le talent qu'a Warren Buffett, elle joue un rôle fondamental. Combien d'investisseurs de son âge, de son époque, ont décidé de suivre des stratégies particulières et ont réussi à faire aussi bien que le marché, la plupart du temps moins bien, peut-être parfois se sont ruinés. Il est logique que si on prend des centaines, des centaines de milliers d'investisseurs qui ont chacun suivi une stratégie dans laquelle ils croyaient, il est logique que dans le tas, eh bien, par la loi de la distribution et du hasard, il y en ait qui aient réussi de manière extrêmement efficace. Et typiquement, ça c'est la tail, c'est-à-dire c'est le bout de la distribution normale. Et typiquement, Warren Buffett, il est là-dedans. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que sa stratégie, elle est à la source de cette réussite? C'est très difficile de répondre à cette question. Et si on regarde les études empiriques,
on est plus tenté de croire que la réussite de Warren Buffett est liée à la chance et à la distribution, concrètement au fait qu'il ait parié sur les bons choix. Peut-être qu'effectivement il avait une stratégie qui lui disait que c'était ses bons chevaux, mais peut-être que sa stratégie a juste, par chance, sélectionné les actions qui ont réussi. Et ça, c'est beaucoup plus rationnel quand on regarde effectivement les données historiques. Donc ça, c'est le premier élément, c'est un des éléments qui est les plus controversés, mais c'est que Warren Buffett, il doit une grande partie de sa richesse à la chance. Il y a aussi un autre facteur qui est beaucoup moins controversé, mais qu'on a tendance à oublier. Comme on l'a dit, l'horizon d'investissement de Warren Buffett, c'est 88 ans. Autant dire que c'est beaucoup plus que l'horizon d'investissement de l'ensemble des investisseurs que nous sommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa richesse, elle est aussi due à cette durée d'investissement qui est colossale et qui est hors norme. Parce que les humains n'investissent pas 88 ans dans leur vie. Sauf quand ils commencent à 10 ans et qu'il arrive qu'ils ont continué jusqu'à 100 ans. C'est son cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il faut bien comprendre que ça change absolument tout. Typiquement, si on comprend bien ce que ça veut dire, c'est que l'évolution de son patrimoine, elle est exponentielle. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus il gagne d'argent. La conséquence, c'est laquelle? C'est que chaque année qui passe est incroyablement plus rentable que les années précédentes. Et donc concrètement, il y a un livre qui explique ça de manière assez intéressante, c'est The Psychology of Money, la psychologie de l'argent, et qui nous explique que 99,9% de la richesse de Warren Buffett aujourd'hui, elle a été créée après ses 65 ans. Donc, quand n'importe qui se compare à Warren Buffett, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer le même horizon d'investissement. Et encore, on est gentil parce que quand on dit ok, il avait 99,9% de patrimoine en moins à 65 ans, il faut garder en tête qu'il a commencé à 10 ans. Donc, de 65 ans à 10 ans, il a quand même investi 55 ans. Ce qui est encore une fois plus que la plupart des investisseurs ne vont investir au cours de leur vie. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Quand on fait des investissements sur 20-30 ans, eh bien on n'a pas les mêmes résultats que sur 60 ans. Et on a encore moins les mêmes résultats que sur 80 ans. Parce que sur 80 ans, eh bien les dernières années, grâce aux intérêts composés, vont avoir une puissance exponentielle qui vont totalement faire dériver la rentabilité moyenne. Et c'est ce qui explique en partie que, effectivement, c'est un investisseur qui a pu avoir un trace record, c'est-à-dire une histoire, un historique si performant. Donc c'est ça finalement, les deux principales raisons qui expliquent la réussite de Warren Buffett, c'est sa chance et c'est le temps qu'il a passé à investir. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que autant il y a beaucoup de gens qui prennent Warren Buffett en exemple pour eh bien, vous vendre le fait de choisir telle ou telle action, d'adopter une analyse fondamentale, de ne pas acheter bêtement toutes les actions du marché, alors que vous pourriez utiliser un petit peu votre tête pour choisir les meilleures. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Warren Buffett lui-même reconnaît que l'investissement passif est l'investissement optimal pour l'écrasante majorité des individus et des institutions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne fait pas que de le dire, mais il le fait. Il le fait comment? Alors oui, aujourd'hui, il ne fait pas d'investissement passif, mais il est très intéressant de voir que dans le testament de Warren Buffett, il est inscrit très clairement que l'ensemble de sa fortune sera légué à sa femme, et il a aussi mentionné la stratégie d'investissement pour que cette fortune continue de progresser de manière stable. Et en fait, le testament, il est très simple. Il ne dit pas d'analyser pour prendre les meilleures actions à un juste prix. Il dit, prenez 90% de mon patrimoine, mettez-le dans un ETF S&P 500, prenez 10% de mon patrimoine, mettez-le dans des obligations du Trésor américain à 2 à 5 ans. Voilà ce que dit le testament de Warren Buffett. Et donc, ça prouve bien que même lui, il a conscience que c'est la stratégie la plus efficace. Alors pourquoi il continue de faire du stock picking? Probablement, en tout cas c'est mon pari, parce que ça l'amuse, parce que c'est sa passion. Il a fait ça toute sa vie. Et c'est ce qui lui donne cette aura, c'est ce qui lui permet aujourd'hui encore d'être invité partout et de parler et d'être existant et de continuer finalement de faire ce qu'il fait le mieux. Mais d'un point de vue purement objectif, il reconnaît que l'investissement passif est ce qu'il y a de plus rationnel aujourd'hui pour les investisseurs. Donc avis
à tous ceux qui croient pouvoir devenir le futur Warren Buffett, soyez conscients que de un, vous êtes probablement moins intelligent que lui, mais quand bien même vous seriez aussi intelligent que lui, eh bien, vous devez prendre le pari d'être aussi chanceux que lui, ça c'est compliqué, et vous devez prendre le pari d'investir aussi longtemps que lui, 88 ans. Alors je ne sais pas à quel âge vous avez commencé à investir, mais ça me paraît un petit peu compliqué comme plan. Donc il est beaucoup plus raisonnable de suivre effectivement les conseils de Warren Buffett qu'il a donnés dans son testament et de se fier à des indices qui vont nous permettre de suivre la performance du marché et de ne pas tomber dans le piège d'essayer de le battre. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un like, et je vous dis ciao!